Bonsoir amis sportifs, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. FECAFOOT de retour à la case de départ d'une nouvelle normalisation, la deuxième en 4 ans au pays de Albert Roger Mila et de Samuel Mbappé. Quels sont les enjeux, les défis du nouveau comité de normalisation qui sera mis en place par la Fédération internationale de football association, la FIFA. Dans ce méli-mélo, le patron des sports, Pierre-Ismaël Binoukwat, qui cette fois-ci fait le dos rond et proscrit toute démarche de punchline contre la Fédération internationale de football association, la FIFA. Nous parlerons également des lions notables du Cameroun à quelques jours de cette double confrontation contre les Super Gunnigans du Nigeria. L'entraîneur sectionneur Hugo Bross fixe les objectifs, opération 4.6 pour espérer rester en vie dans cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Dans cette édition d'Horizon Sport sur Equinox Télévision, on parlera également des 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Nos reporters étaient sur le terrain d'un petit pousser, Bonabri FC, qui sera l'adversaire de l'Union sportive de Douala. Les autres sports de son paresse, basketball, afro-basket, dames. Le Cameroun à l'épreuve du Sénégal. C'est un remake de la finale de 2015 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé-Ouarda. Le Sénégal avait ravi et brûlé la politesse aux Lions indomptables du Cameroun devant le public du Palais polyvalent des sports. Le handball, la natation seront également au menu de cette édition de Horizon Sport sur Equinox Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons recevoir l'un des membres de la délégation de la réunion de conciliation de Conakry, le président de Authentique FC de Douala. C'est l'un des doyens des présidents du club de la 2-2 du littoral. Il est sur ce plateau. Président Balodjon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci. Vous avez le sourire. Vous avez le sourire ce soir. Oui, parce que je vois que peut-être c'est déjà la fin de la création. C'est que nous avons la bataille depuis peut-être 4 ans en train de vouloir terminer. Merci, Président Balodjon, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous recevons également Maître Sikati Désiré, qui est avocat au barreau du Cameroun, observateur du mouvement sportif camerounais. Maître Sikati, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis sur votre plateau. Merci, Maître Sikati. Nos experts du vendredi soir sont également sur ce plateau. Vassilius Semé-Olivier, bonsoir Vassilius. Bonsoir Hervé, bonsoir à nos invités, bonsoir à tous nos téléspectateurs au rang desquels j'associe un fervent et un scotché de Horizon Sport en ce moment, M. Tangana Victor du côté de Bonabéry. Merci Vassilius, M. Kalamouche est également là ce soir. Kalamouche. Et à la fin, il n'y a que la sueur qui coule. Bonsoir M. Zeko. Bonsoir Hervé, bonsoir aux companélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Fédération internationale de football association, la FIFA, à qui décide de la nomination d'un nouveau comité de normalisation au Cameroun. Ce comité de normalisation qui aura un mandat de 6 mois pour mettre en place un nouvel exécutif au siège de la Fédération camerounaise de football à Tinga Yaoundé. Le patron des sports, Pierre-Ismaël Binoukwat, a fait une sortie ce jour et proscrit tout engagement, tout punchline et un bras de fer, une bataille avec la FIFA. Exigil a participé à cette conférence de presse ce jour à Yaoundé. Voici son reportage. Pas de bras de fer entre le Cameroun et la Fédération internationale de football association FIFA. Après la décision de l'instance fêtière du football mondial de nommer un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT, le gouvernement annonce qu'il va tout simplement se plier à cette exigence. Le gouvernement de la République prend acte de cette décision conforme au texte régissant cette institution. Il est en effet temps que la sérénité revienne dans la grande famille du football camerounais. Il est temps de tourner le dos aux péripéties judiciaires interminables, aux joutes oratoires, aux dissanctions, aux accusations et aux suspicions. Place au sport, place à la convivialité, à la complémentarité et à la fraternité. En plus de se plier à cette exigence, le gouvernement fait savoir qu'il se tient à la disposition de la FIFA pour l'accompagner sur le chemin de la résolution de la crise qui secoue la Fédération camerounaise de football. Le gouvernement assure la FIFA et la CAF de son entière disponibilité à travailler avec elle de façon constructive au retour à la sérénité dans la grande famille du football au Cameroun. Si l'État ne s'attaque pas à la FIFA, il rappelle tout de même qu'il ne faut pas confondre annulation du processus électoral à la FECAFOOT et suspension de la FECAFOOT.
je voudrais rappeler que la mise en place du comité de normalisation par la FIFA ne signifie pas la suspension des activités de l'instance fêtière du football camerounais. Cette décision concerne uniquement l'élection du comité exécutif. La FECAFOOT, en tant qu'institution, va continuer à mener ses activités. En application de la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, confirmée par le TAS, la FIFA a décidé de nommer un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. La désignation et l'installation des membres de ce comité sont annoncées dans les prochains jours. Merci à Hank Cyril. Première réaction sur ce plateau. Je commence par le doyen de ce plateau, président Balok John. Une réaction mûrie de l'État ou alors tout simplement une déclaration politique? Non, je pense que même si c'est politique, pour la première fois, j'avoue que le Premier ministre, le ministre des Sports venait de mettre sous parole. Parce que c'est comme s'il est en train de pleurer. Parce qu'il est en train de nous supplier de laisser tomber le problème et d'accepter tout ce que la FIFA va proposer au Cameroun. Donc je pense que... Une main tendue du patron des sports? Oui, je pense que nous, les acteurs de football, c'est lui le patron, c'est notre papa des sports. On devait comprendre et accepter et attendre ce que la FIFA viendra faire. Un point pour que le problème finisse. Maître Sikati Désiré, un message à l'endroit de tous les acteurs du giron du football camerounais? J'ai envie de dire que quand je regarde un peu le passé de cette crise et que je constate que le ministre des Sports en est pour beaucoup dans le prolongement de cette crise, bon, à l'écouter maintenant, je ne voudrais pas dire que son propos ressemble beaucoup plus à un baiser de Julia, mais j'espère seulement qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Parce que voyez-vous, dans un pays républicain, lorsqu'on est membre d'un gouvernement qui a fait voter une loi par l'Assemblée nationale, laquelle loi a créé la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique, et que cette Chambre a rendu une sentence qui est une décision de justice. Je pense que lorsqu'on est ministre, on doit savoir ce que ça veut dire le principe de la séparation de pouvoir. Ça veut tout simplement dire que lorsque vous avez une décision qui a été rendue par l'autorité judiciaire, parce que la sentence arbitrale de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, c'est une décision de justice. Donc c'est une décision qui est revêtue de la force exécutoire qui est dévolue à toutes les décisions rendues par les autorités judiciaires. Et il y a un principe fondamental en droit administratif qu'on appelle le principe de la séparation de pouvoir. Ce qui veut dire que l'autorité administrative, dont le ministre des Sports, il n'a pas le droit d'apprécier la valeur ou bien la qualité d'une décision de justice qui a été rendue par une juridiction légalement reconnue. Donc, M. Binoum Pat est parmi ceux qui ont contribué. Je pense que c'est le principal acteur du sport qui a contribué à renforcer cette crise. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est vraiment en train de faire amende honorable et qu'il va se mettre effectivement aux côtés de la FIFA. Mais en tout cas, je pense qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que la FIFA est tout à fait dans son rôle de mettre sur pied un comité de normalisation. Parce que voyez-vous, à partir du moment où l'élection du comité exécutif de l'instance fédérale a été annulée, la conséquence c'est que le poste des membres du comité exécutif est vacant. Et une fédération ne peut pas travailler si le comité exécutif n'existe pas. En pareille circonstance, la FIFA a le devoir, en vertu de ses statuts, de mettre sur pied, de nommer un comité de normalisation. Bon, maintenant, je pense que là où il faut attendre le ministre Binoum Pat, ce n'est pas seulement sur les mots qu'il prononce aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'a pas le choix. Je dirais même qu'il a les mains liées. Il est obligé de parler comme ça. Parce que dire le contraire, s'il avait pris celui de dire le contraire, ce serait faire un affront à la FIFA. Et nous savons très bien que la FIFA, sur le plan hiérarchique, est supérieure aux associations nationales de football. Donc, je voudrais attendre de voir quels sont les actes qui seront concrètement posés à l'avenir. Je voudrais attendre de voir si, enfin, parce que la vérité dans cette affaire, c'est que même certains membres du gouvernement qui ont pris fait et cause pour cette véritable imposture, bon, quand je parle d'imposture, c'est-à-dire cautionner un comité exécutif dont l'élection a été annulée, et encourager d'ailleurs que ce comité continue de gérer la fédération. Je pense que même certains membres du gouvernement qui ont cautionné cette imposture, ils n'étaient pas animés par l'envie de développer le football.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'Ia Mohamed, on l'a beaucoup critiqué parce qu'il n'était pas très présent pour gérer la FECAFOOT. Il gérait la FECAFOOT par délégation. Mais l'un des mérites qu'on a quand même reconnu à Ia Mohamed, c'est qu'il avait réussi à arracher l'indépendance de la fédération. Ça veut tout simplement dire que la fédération de football travaillait dans un partenariat avec les pouvoirs publics. Quand je parle des pouvoirs publics, c'est-à-dire avec le gouvernement. Aujourd'hui, avec Tombi a pratiquement fait allégeance au régime, fait allégeance au gouvernement. Donc, et quand on sait comment ce régime fonctionne, je constate que la fédération est en train de devenir la véritable vache à lait. La véritable vache à lait. Parce que Tombi, qu'on le veuille ou pas, tout le monde sait que Tombi a acheté cette illégalité. Il a acheté cette illégalité en se pliant en quatre devant certains membres du gouvernement, notamment le ministre dont il est devenu pratiquement le valet. Le football, c'est pas pour rien. Lorsque la FIFA préconise, je veux dire, l'indépendance des associations, les dirigeants qui dirigent les associations de football, c'est pas parce que la FIFA veut narguer les dirigeants des États. C'est tout simplement parce que la FIFA veut donner la possibilité aux dirigeants de football de pouvoir mettre sur pied une véritable politique qui est inspirée d'ailleurs depuis la FIFA et de pouvoir suivre ça au quotidien. Donc je dis, j'attends de voir dans les jours à venir, après la nomination du comité de normalisation, parce que voyez-vous, lorsque la FIFA avait mis sur pied le premier comité de normalisation, je pense que c'était en 2013, une fois que le principe même du comité de normalisation avait été arrêté, on a vu quand même qu'il y avait deux ministres qui s'étaient déplacés pour la Suisse. On reviendra sur le principe historique. Oui, ils avaient d'ailleurs rencontré, pour finir sur ce propos, ils avaient d'ailleurs rencontré, ils étaient d'ailleurs avec l'ambassadeur du Cameroun en Suisse. Ils sont allés voir la FIFA pour que la FIFA consente à désigner ses membres du comité de normalisation et dont le professeur Joseph Orona qui aujourd'hui se retrouve être l'un des responsables de la cacophonie que nous vivons. Allez, la première réaction de Basilus et Clément Zeko sur cette affaire, la sortie de PS Maël Benoukwat, une volonté, détermination d'assainir tout le milieu, Basilus? Bon, ben, c'est une volonté de trouver une solution à une crise. Une crise qui perdure parce que ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous savez, c'est un long feuilleton. La première fois qu'on a été en crise, on a couru derrière une suspension qui a abouti, n'est-ce pas, à la mise sur pied du comité de normalisation de Joseph Orona. Et aujourd'hui encore, nous sommes là face à cette décision. Si nous ne consentons pas à travailler avec la FIFA, je crois que le Cameroun va être suspendu davantage. Donc comprenons que la FIFA interviendra toujours chaque fois qu'il y a un gérant, chaque fois qu'il y a violation de tests. Et face à cette situation-là, elle doit faire prévaloir, n'est-ce pas, ce que les tests qui sont garants de toute l'organisation dont elle gère. Donc le ministre n'a pas d'autre choix parce qu'il dit dans son discours, pas de bras de fer avec la FIFA. Il faudrait qu'on arrête les luttes judiciaires interminables. Il faut qu'on arrête cette bataille juridique. Ça suppose peut-être quelque part que le Cameroun avait le choix, une fois de plus, peut-être de trouver des failles pour attaquer la décision qui est rendue par la FIFA, et peut-être avait le choix simplement de se préparer à accueillir la mise en place du comité de normalisation. Et c'est cette décision qui semble plausible. Et par sa voix, aujourd'hui, tous les Camerounais comprennent que c'est le comité de normalisation qui prendra place, n'est-ce pas, pour gérer les affaires courantes, préparer les élections qui ont été contestées et pour finir doter le Cameroun, n'est-ce pas, d'un comité exécutif valable. Clément Zeko? Oui, on perd un peu son latin lorsqu'on écoute les propos du ministre aujourd'hui. Et lorsqu'on se souvient de l'historique global de cette affaire, on se perd un peu. Parce qu'à un moment donné, j'ai comme l'impression que le ministre est sorti de son couloir pour évoluer dans un couloir qui n'était pas le sien. Parce que quoi? Avant, on aurait pu empêcher que la normalisation n'arrive au Cameroun. Simplement pourquoi? Les textes qui régissent les fédérations et qui donnent le pouvoir au ministre de Sport et de l'Éducation physique, dans l'arrêté numéro 9, disent exactement que on peut retirer ou avec ou sans préavis l'agrément à une fédération si un temps soit peu cette fédération marche sur ses propres textes ou son activité porte atteinte à l'intégrité physique de ses membres. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, la Fédération camerounaise de football, en conduisant ses activités, avait mis en péril et ses membres et l'ordre public. Mais à cet instant-là, personne n'a levé le petit doigt pour pouvoir agir. Parce qu'à ce moment, si on avait retiré l'agrément à la Fédération, je pense que
ce problème se serait arrêté un peu plus tôt. Mais après, il se trouve que lorsqu'on a réussi quand même à mettre ce comité de normalisation, je ne vais pas revenir sur les propos de Maître Kessikati, on sait que la CCA a sorti une décision qui invalidait les élections et qui maintenant, mais malheureusement, le Premier ministre a pris un communiqué pour s'insurger contre cette décision et fort de son statut de membre du gouvernement, tout est allé à volo. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on peut seulement dire que le fruit a mûri et le fruit ne pouvait que tomber. Et aujourd'hui, on est en train d'admirer ce fruit qui tombe. Ce fruit qui tombe, c'est quoi? C'est que au-devant de l'impossibilité de pouvoir éconduire tout ce qu'on a essayé de promouvoir comme voie pour sortir de cette crise, on se retrouve aujourd'hui obligé, la FIFA et la CAF se retrouvent obligés d'utiliser les pouvoirs qui sont en leur possession. Pourquoi? Parce que hier, et on s'était même étonné, pourquoi on aime aller jusqu'à Conakry? Pourquoi aller à Conakry? Parce que la meilleure manière de résoudre ce problème, c'était d'exécuter les sentences qui avaient été prononcées. Malheureusement, on est allé à gauche, on est allé à droite. Aujourd'hui, il faudra donc qu'on recommence. Donc maintenant, nous sommes infantilisés. Le Cameroun est devenu un petit enfant devant les instances sportives. Simplement pourquoi on est incapable de mettre en application les textes que nous avons écrits. Nous sommes incapables de conduire nos activités. Et comme nous sommes des petits enfants, on est obligé de laisser venir les aînés de l'extérieur qui vont nous montrer le droit chemin. Allez, cette crise à la Fédération camerounaise de football, pratiquement depuis 5 ans déjà, c'est la deuxième normalisation qui va arriver en 4 ans au pays d'Albert Roger Mila. Ce soir, Hippolyte Sylvain Zangaou revient sur la genèse et l'historique de cette bataille, de cette crise à la Fédération camerounaise de football. Le 22 juillet 2013, Joseph Owona, à la tête d'une équipe de 13 membres, prend les commandes de la Fédération camerounaise de football en tant que président du comité de normalisation. Cette décision de la FIFA de créer un comité de normalisation à la FECAFOOT fait suite à une crise que traverse cette fédération avec ses membres qui se bagarrent pour le contrôle de l'instance. Iya Mohamed, alors président, candidat à sa propre succession, est contesté avec son équipe par des membres tombés en disgrâce. Le gouvernement camerounais, à travers son premier ministre, organise des réunions dites de conciliation. Mais les protagonistes à la crise restent figés sur leurs positions respectives. Le 19 juin 2013, alors que le premier ministre vient d'inviter les uns et les autres à mettre en place un bureau consensuel, les membres de la FECAFOOT, favorables à Iya Mohamed, se retranchent à l'immeuble siège de la fédération à Tinga et organisent des élections au cours desquelles Iya Mohamed, pourtant en prison, est réélu président. Cette élection validée par la FIFA, mais le gouvernement n'y donne pas son onction. John Begeninde, le premier vice-président de l'exécutif de 2009, David Maïbi, Antoine Depadou et Sumba Yenga et d'autres dissidents décident avec l'appui des forces de maintien de l'ordre de s'installer à la FECAFOOT comme nouveau dirigeant. Le 4 juillet 2013, la FIFA, constatant cette présence policière au siège de la FECAFOOT et l'impossibilité pour les membres de la liste Iya Mohamed, dont elle a reconnu l'élection, d'y accéder, suspend provisoirement le Cameroun, pourtant engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 pour ingérence du politique dans les affaires internes à la fédération. Puis décide quelques jours plus tard de lever cette suspension, mais met en place un comité de normalisation piloté par Joseph Owona. Le séjour de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports à la tête de la FECAFOOT va être tout aussi tumultueux. Des membres de cette fédération affirmant que malgré son cahier de charges, il n'est pas du tout impartial et a pris sous son aile Tombi Aroko Sidiki, alors secrétaire général de la FECAFOOT et proche de Iya Mohamed. Dans cette vague de protestation, la FIFA proroge le mandat du comité de normalisation et reporte les élections programmées le 29 novembre 2014. Finalement, le 28 septembre 2015, Tombi Aroko Sidiki est élu président de la FECAFOOT. Mais le 12 novembre 2015, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, suite à une plainte d'Abdourahmane Amadou Baba, Joseph Antoine Bell et Emmanuel Loga, annule l'ensemble du processus électoral à la FECAFOOT, du fait que celui-ci s'est basé sur l'article 23, en violation à la loi de 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Mais très vite, dans un communiqué, Pierre Ismaël Bidungpat va à la rescousse de Tombi Aroko et son équipe et déclare nul et de nul effet la décision de la Chambre de conciliation. Un long feuilleton juridique va alors se poursuivre au tribunal arbitral du sport et à la FIFA. Le 27 février 2017, le TAS déclare qu'il ne change rien à la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, annulant l'ensemble du processus électoral à la FECAFOOT, mais demande au plaignant Abdourahmane Amadou Baba de faire appliquer ces décisions par les juridictions locales. Jusque-là, à Yaoundé, l'on est resté de marbre.
La FIFA, avec son nouvel exécutif, dirigé par Gianni Infantino, s'est saisi du dossier et après avoir pris son temps, a décidé ce 23 août 2017 de créer un nouveau comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Allez, c'est le point sur cette crise à la Fédération camerounaise de football. L'article corrélé, cet article 23 qui avait été adopté le 5 août 2015. Vous êtes un doyen de ce mouvement de football camerounais. Que doit-on faire effectivement de ces corps de métier? On sait qu'il y a le corps de métier des arbitres, le corps de métier des entraîneurs et éducateurs de football, le corps de métier des footballeurs. Que doit-on faire effectivement de ce corps de métier dans le football camerounais désormais? Écarter les corps de métier? Non, je ne pense pas, mais je pense que le nouveau comité de nomination qui va arriver, ils vont d'abord s'attarder sur le texte. Et ils vont voir là où il y a les problèmes. L'article 23, parce que vous ne pouvez pas voter dans l'arrondissement et département, et on dit que en haut, vous ne voulez pas continuer les élections. Moi non plus, je ne trouve pas ça normal. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons tant fait les problèmes. Ce problème a trop duré. Et j'ai suivi le ministre tout à l'heure. Moi, personnellement, ça m'a fait mal parce que je pense que le ministre reconnaît déjà la faute qu'il avait commise. Parce que c'est grâce à lui que ces problèmes arrivaient là où ça s'est trouvé. Aujourd'hui, le ministre nous dit de rester tranquille. Ça veut dire que lui-même a vu que ça ne va plus. Il faut qu'il soit sincère, comme notre secrétaire venait de dire. Il faut qu'il soit sincère, il faut qu'on laisse la FIFA travailler. Il ne faut pas qu'on commence à envoyer les noms à la FIFA. La FIFA va travailler et la FIFA viendra installer le comité de nomination ici au Cameroun. Le problème, c'est qu'on ne veut plus, ce n'est pas le titre, ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas les docteurs qui font le football. La FIFA connaît les gens qui vont venir résoudre ces problèmes au Cameroun. Maître Sikati, au-delà de la maîtrise du sujet et la connaissance de l'environnement du football camerounais, il faut d'abord passer par le toilettage de ces textes. Il faut reviser tous ces textes et ces articles querellés, notamment l'article 23, l'article 23 a problème qui avait été adopté en 2015, avant bien sûr la suite du processus électoral à la Fédération du Cameroun de football. Est-ce qu'ici, le législateur et les autres ne se sont pas marchés sur les pieds? Ne voit-on pas là une grosse incongruité qui a pratiquement mené tout le monde dans une grosse galère aujourd'hui au football camerounais? Mais je pense que vous avez parfaitement raison de faire allusion à ce fameux article 23. Bon, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas le seul article qui pose problème. Les articles querellés. Voilà, donc c'est l'un des articles querellés, mais je pense qu'il y en a plusieurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la FIFA, conscient de cela, a prescrit que le comité de normalisation qui va être installé doit travailler de concert avec les différentes parties prenantes. Voilà, pour réviser les statuts de la fédération, pour réviser également le statut des ligues régionales et des ligues départementales. Donc en fait, il est question, de par une sorte de consensus, de mettre sur pied des nouveaux textes qui soient conformes aux standards de la FIFA. Parce que voyez-vous, chaque fois qu'il y a crise tout simplement parce que quelque part, les textes qui existent ont une certaine recèlent des imperfections. Vous avez vu quand Infantino est arrivé à la tête de la FIFA, il a engagé tout un mouvement pour rénover les statuts de la FIFA. Il y a des dispositions qui ont été changées tout simplement parce que, je veux dire, par exemple, avant, dans les textes de la FIFA, on parlait de comité exécutif. Aujourd'hui, on parle de conseil de la FIFA. Tout simplement parce qu'on a vu que ce terme comité exécutif a laissé un très mauvais souvenir dans le monde du football international. Donc, il était question de changer ce terme-là aussi pour donner une nouvelle image de ceux qui dirigent le football. Donc, je pense que chez nous, c'est la même chose. Il faut, moi, ce que je voudrais préconiser, c'est un travail dans l'intérêt du football. Quand on travaille dans l'intérêt du foot, c'est-à-dire, si vous voulez vraiment développer le football, le bon sens est la chose qui est la mieux partagée. Vous voyez, disait René Descartes, c'est la chose la mieux partagée. Donc, si les acteurs du football veulent vraiment que le football camerounais se développe, je pense que ce n'est pas la formule de l'article qui va faire problème. Ce n'est pas compliqué. Ceux qui aiment le football savent ce qu'il faut faire pour que le football marche bien. Et moi, j'ai souvent dit, l'avantage que nous autres Camerounais, nous avons, c'est que nous travaillons dans un monde qui est certes globalisé, mais dans un monde où nous avons l'avantage d'avoir des pionniers qui sont très avancés dans le domaine du football. Donc, nous pouvons
Même si nous estimons être les plus paresseux du monde, nous pouvons décider tout simplement de copier ce que les autres ont fait et que c'est bon. Mais quand nous regardons comment le football marche, par exemple, je ne veux pas parler des exemples européens parce que là-bas on me dira, bon, c'est des pays qui sont très avancés par rapport à nous, mais quand même ici en Afrique, vous avez des fédérations qui marchent bien. Énorme, Maître Sikati. Oui, le fossé est énorme, c'est pourquoi je voudrais prendre les exemples des pays africains. Prenez des fédérations comme le Sénégal, prenez des fédérations comme la Côte d'Ivoire, prenez l'Afrique du Sud. Demandez-vous comment ça se fait que des pays pareils ont un football qui marche bien, sans qu'il y ait des crises permanentes entre les pouvoirs publics et les dirigeants du foot. C'est tout simplement parce que eux, ils ont décidé de privilégier d'abord le football. Et en privilégiant le football, ils ont copié les textes standards que les grands pays de foot ont mis sur pied et que ça marche. Donc chez nous, nous ne sommes pas obligés d'entrer tout le temps dans les querelles de personnes. Parce qu'en réalité, le problème est l'article 23, c'est que ou bien l'article 23 et d'autres dispositions des statuts, et même pas seulement des statuts, même au niveau des ligues départementales, des ligues d'arrondissement, c'est la même chose. Le problème, c'est que certains dirigeants du football mettent dans les statuts des articles qui vont les favoriser pour les élections. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas des dispositions qui vont servir le football. Par exemple, moi je trouve incongru qu'on ait des commissions spécialisées dont les membres sont désignés par le président de la FECAFOOT et que ces commissions spécialisées, les représentants de ces commissions spécialisées deviennent des électeurs. Voilà, c'est un peu comme si vous imaginez que moi je suis président de la FECAFOOT, je désigne les membres des commissions, demain je suis encore candidat à la présidence et les membres de commission que j'ai désignés sont les délégués de commission et ils viennent voter. Moi je pense qu'il y a une tricherie grotesque et si on veut avoir un football qui marche bien, il ne faut pas biaiser les textes. Et je pense que l'article 23 dont vous parlez là, l'article 23 est pratiquement dans cette mouvance-là. C'est-à-dire que c'est une disposition qui crée un privilège au profit de ceux qui étaient aux affaires. Et qui met en difficulté ceux qui n'étaient pas aux affaires. Donc moi il faudrait qu'on mette sur pied un système électoral équitable. Équitable. Et le président Barrow John disait qu'on n'a pas besoin des professeurs, on n'a pas besoin. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on a associé les professeurs. Le vrai problème, c'est qu'on a associé certains intellectuels qui ont décidé de vendre leur indépendance au diable. Ils ont mis leur indépendance au service de l'argent. Ce n'est pas qu'intrinsèquement, ils ne valent rien. Ils savent bien ce qu'ils auraient dû faire pour que ça marche. Bien sûr, bien sûr. Ils ont volontairement décidé de faire le contraire. Donc moi, je dis, ne camerounisons pas toujours les débats. Moi, je pense que l'une des façons, la meilleure façon, l'une des façons de sortir des crises, c'est de copier ce que les autres font. Vous voyez, aujourd'hui chez nous, lorsque vous voyez comment certaines structures, dans le monde de la téléphonie, pourquoi est-ce que nous décidons d'employer les mêmes canaux de téléphonie que les autres pays? C'est tout simplement parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, dans le Conseil des Nations, les télécommunications marchent comme ça. Mais si nous avions décidé de créer notre modèle de téléphonie à nous, nous serions à la traîne. Donc ça veut dire que même le football, c'est la même chose. Regardons comment les Français font et que ça marche. Regardons comment les Sénégalais font et que ça marche. Regardez l'Afrique du Sud a organisé une Coupe du Monde en 2010. Aucun remous après la Coupe du Monde. Aucun soupçon de détournement. Aucune allégation de mauvaise organisation de la compétition. Donc je pense que nous, un pays qui n'avons pas organisé une compétition d'une telle envergure, on est encore toujours dans les balbutiements. Et d'ailleurs, avant de venir sur ce plateau, d'ailleurs, juste pour conclure et dire qu'en fait, notre football, le problème que nous avons chez nous, c'est que beaucoup de gens qui sont dans le foot manquent de sérieux. J'ai lu sur un média que le bateau qui était censé venir avec le matériel préfabriqué pour le stade, en septembre, va maintenant venir en octobre. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Voilà, non. Oui, Clément Zeko. Oui, je voulais, en rebondissant sur ce qui a été dit par rapport à l'article 23, en soulignant le fait que le comité de mémorisation qui doit être remis sur pied, on dit bien que les statuts doivent être conformes aux statuts généraux de la FIFA et au texte de l'État. En la matière, la loi de 2011 est la loi supérieure en matière de sport au Cameroun. Et cette loi-là n'introduit pas les corps de métier dans son processus. Donc, à mon sens, il y a deux voies. Soit modifier cette loi-là et introduire les corps de métier, soit ne pas introduire le corps de métier dans les élections que nous allons faire pour qu'on soit conforme à ces deux lois. Donc, si on réussit à faire ces deux voies-là, je crois que tranquillement, on aura respecté à la fois les statuts généraux de la FIFA et les lois qui régissent le sport au Cameroun. Encore que les corps de métier en réalité ont un statut qui n'est pas très différent de celui du personnel qui est nommé au sein de la fédération. Vous voyez un peu, c'est un peu comme si demain le secrétaire général qui est nommé par le comité exécutif, on vous dit que désormais il sera l'un des délégués
de l'Assemblée générale et qu'il aura le droit de vote. Moi, je trouve que c'est absurde. L'on peut parfaitement confiner les commissions permanentes et les commissions spécialisées à un rôle purement d'assistance dans l'organisation du football. Vous voyez, parce que si on veut que les délégués des commissions, encore que si on ne peut pas parler de délégués de commission, si on veut que les membres de commission aient un droit de vote, il faut transformer ces commissions en ligue, à telle enseigne que désormais ces membres et les dirigeants des différentes commissions soient élus. Mais vous ne pouvez pas avoir des différentes commissions, des membres de commission qui sont nommés, des présidents de commission qui sont nommés, après vous leur demandez d'aller voter. Mais naturellement, je pense qu'ils vont voter celui qui leur a donné le... Allez, Bassilios, engager des réformes avant de relancer pratiquement tout le processus électoral. Oui, je pense que c'est prescrit dans la décision de la FIFA qui voudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait la relecture des textes et que les textes soient conformes, comme Clément le disait, déjà aux lois du pays et eux-mêmes au statut standard de la CAF et de la FIFA. Ce qui est gênant et ce qui est embêtant, c'est que pour arriver à cette situation, le même cas s'était déjà posé à Joseph Ouona lorsqu'il a été nommé à la tête du comité de normalisation. Les élections ont été reportées. Avant même que M. Ouona n'arrive, des commissions ont été créées, n'est-ce pas, pour la conception de ces tests. Et on est allé, on les a relus et tout. Pour finir, on pourra dire à la fin que Abdourahmane a été plus intelligent que tous les Camerounais. Parce que s'il faut voir à quelle mesure, à quel rythme et l'argent qu'on a dépensé seulement pour écrire les tests, qui 4 ans après continuent à nous mettre dans les problèmes où nous sommes, je crois qu'il y a un gros problème. Donc l'occasion aujourd'hui, comme le disait Maître, c'est d'interpeller ceux qui auront la responsabilité demain, parce que ce qu'on sert aux Camerounais n'est pas beau. C'est-à-dire que le Cameroun, qui en matière de sport, de résultats, est un exemple en Afrique aujourd'hui, est en train de suivre les pas d'autres pays comme le Gabon, le Bénin, le Togo, le Mali, le Nigeria, qui ont connu, n'est-ce pas, la normalisation à un moment donné, sauf qu'aujourd'hui, on est à bis repetita, c'est-à-dire que, étant passé par la normalisation quelques années avant, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que, une fois de plus, une normalisation a accouché une autre normalisation du fait qu'on a pondu des statuts qui ont été des statuts problématiques qui nous ont amenés dans des batailles juridiques. Peut-être le souci de l'État du Cameroun qui a voulu faire régner sa souveraineté en marge des règlements de la FIFA ne voyait pas le risque qu'il était en train de courir. C'est vrai que ceux qui ont été dans l'imposture ont quand même géré les affaires courantes. Ils ont organisé la CAN, le Cameroun a gagné une CAN, ils sont allés aux élections et tout. Donc, quelque part aussi, la FIFA elle-même, elle est aussi fautive. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour arriver à une décision qui aurait pu être prise et de même forte à un moment donné? Donc moi je dis, ce qu'il faut interpeller aujourd'hui, c'est ceux qui auront cette lourde responsabilité d'enseigner. Parce que le ministre utilise des mots forts, convivialité, sérénité, fraternité, alors que depuis l'aube des temps, on sait que c'est les Camerounais qui se battent en réalité, parce que c'est des camps qui sont formés, de camp en camp, on arrive à perturber la stabilité du football au Cameroun, et c'est la jeunesse qui prend un coup. Et qu'est-ce que nous servons finalement à nos enfants, qui aujourd'hui suivent cette actualité de très près? Est-ce que ceux qui nous dirigent n'ont plus cette grande capacité de pouvoir discerner pour arriver à quelque chose qui peut être unanime? Là réside toute la question. Donc, Maître l'a dit, article 23, par article 23, il faut voir jusqu'au statut des ligues décentralisées, départementales, régionales. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, par rapport à son développement, il a parlé des commissions. Je crois qu'il y a eu une avancée qui a amené, n'est-ce pas, la fédération à passer de l'étape de statut de commission au statut de ligue spécialisée. Même si de ce côté aussi, les élections continuent à faire un problème, parce qu'on sait que après l'élection du président de la Ligue spécialisée de football de jeunes, il y a encore eu des recours. Et ces recours ont été balayés, mais pourtant ils ont été remis en place. Qu'est-ce qui fait donc problème au Cameroun, de façon à ce que entre nous Camerounais, on ne peut pas établir des statuts et faire des élections qui à la fois peuvent passer sans contestation. Voilà, moi je pense que ce discours-là interpelle le Cameroun. Ce que je voulais ajouter, je rappeler à M. Sikadi en disant que depuis que nous développons là, il n'y a pas un professeur ici.
Pour dire quoi? Que je ne suis pas contre ces professeurs qui ont venu travailler, non. Mais le football est différent. Il faut que les gens qui viennent là doivent être les gens qui sont corrects. Depuis que Basile parle là, est-ce que les professeurs de droit, des universités, des recteurs de l'université quoi? Non. Mais on peut prendre toujours un professeur, je ne dis pas que non. Mais quelqu'un qui va venir accepter de travailler. Ce n'est pas de venir travailler. Voilà, il y avait combien de professeurs? Ils étaient peut-être 4. Les grands professeurs. Ils ont fait quoi? On a tout annulé. Parce qu'avant de passer aux élections, il faut d'abord qu'on s'assure d'abord les textes. C'est les textes qui vont garder les élections. Si les textes sont faits, on les lit d'abord quoi? Président Balodjon, dans ce méli-mélo, les acteurs se regardent désormais en chaîne de faïence entre les légalistes, les légitimistes du football camerounais. Vraiment, c'est un langage de sourds. Et si les uns et les autres campent sur leur position, est-ce qu'aujourd'hui, les uns et les autres sont prêts à mettre chacun un peu d'eau dans son vin? Quand vous dites que chacun, pour moi, je ne pense pas que le problème de Kang là, c'est passé. Quand on va mettre le texte. C'est pas passé. Non, je dis que quand on va mettre le texte sur place avec le comité de nomination, c'est lui qui se sent capable, qui va accepter le droit, ce que les textes disent, va aller aux élections. C'est ça. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est pour redresser le football une fois et pour tout. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement de ne pas se mêler. Qui laisse la FIFA. Il y a eu plusieurs missions pour toiletter les textes, revisiter et réaménager, faire la rélecture des textes. Il y a eu des missions même en Suisse pour le football camerounais. Jusqu'ici, les textes sont toujours querellés. Voilà, parce qu'on a pris les choses en main. Aujourd'hui, la FIFA, depuis qu'on est dans cette crise, la FIFA n'a jamais venu se mêler comme ça. Aujourd'hui, la FIFA est là et la FIFA sait qu'ils avaient donné confiance au gouvernement camerounais, qu'ils ont échoué. Aujourd'hui, on laisse la FIFA, comme ils ont commencé là, on reste tranquille. Là, qui va nous faire mourir. Supportons, on attend la FIFA. Moi, je ne veux pas vous appeler dans des plateaux de télévision pour venir dire n'importe quoi. On attend la FIFA vient redresser le football, on va voir comment Président ça va. Balok, vous êtes l'un des doyens, vous êtes parmi les doyens aujourd'hui, l'un des vieux biscards de ce football camerounais. Mais je ne suis pas respecté. Pourquoi toujours On a fait les noms là-bas à Yaoundé, à la présidente. Tu as entendu mon nom là-bas? Pour te dire. Vous avez été consulté? Non. Mais tu vois tout ça. Pourquoi ça coince, Balodjon? Pourquoi ça coince? Ça coince parce qu'on n'a jamais cherché les gens qui connaissent le problème qui mène le foot. Voilà le simple problème. Moi, je dis ça à la FIFA. Et je pense que la FIFA, en termes de travail dans ce sens, je demande au gouvernement, je n'ai jamais parlé, je demande au gouvernement de laisser la FIFA. La FIFA va trouver la solution. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Nous avons bagarré pour savoir qu'on applique la sentence. Si je suis allé au Conakry, puisque les gens pensent qu'avec Abdourahmane, il y a déjà des calendriers. Je dis non. Abdourahmane, même avant qu'on était ensemble. Ce que je suis parti faire à Conakry, Abdourahmane devait faire la même chose. Première chose, c'est que la CIS applique la sentence. La sentence vient d'être appliquée. Deuxième chose, nous avons demandé à la FIFA, après avoir appliqué la sentence, qu'est-ce que sera la suite? Voilà la suite aujourd'hui, le comité de nomination. On attend maintenant les hommes qui vont, mais que ça va te suivre. Attendons voir, centaines de marchés, tous les Camerounais sont contents. Et le ministre lui-même a reconnu qu'il nous a mis dans les problèmes. Il nous a demandé pardon. Moi, je suis le premier d'accepter son pardon. Là. Voilà, je me demande. Maître Sikati, entre les légalistes, les légitimistes de ce football camerounais, ça va pratiquement dans tous les sens. Sans doute dans les prochains jours, on va revivre l'escalade verbale. Est-ce qu'aujourd'hui, on envisage véritablement une sortie de crise avec cette nouvelle normalisation? Mais je pense que si on pouvait parler de sortie de crise dans le cadre d'une conciliation, parce qu'en général, lorsque la sortie de crise est judiciaire, je ne pense pas qu'on parle de sortie de crise. On dit qu'il y a eu un vainqueur et il y a eu un perdant. Aujourd'hui, il y a un vainqueur, qui est l'équipe qui a contesté le processus électoral, et il y a un perdant qui est l'équipe qui dirigeait la FECAFOOT. Donc en fait, dans cette posture-là, on ne peut pas parler de sortie de crise. La véritable sortie de crise viendra lorsque l'État va jouer son rôle, c'est-à-dire le rôle de la tutelle qui est censée être indépendante
Parce que son seul souci, c'est de s'assurer que la fédération est dirigée par des personnes compétentes et qui travaillent dans l'intérêt du football. C'est ça le rôle de l'État. Donc, tant que l'État va prendre fait et cause pour une des parties prenantes, parce que cette partie-là s'est engagée peut-être à se mettre au service de l'État, je pense que ça ne marchera pas du tout. Parce que voyez-vous, lorsque la FIFA demande à ces parties en crise-là de se rendre à Conakry, la FIFA le fait tout simplement parce qu'elle estime qu'en poursuivant le processus judiciaire jusqu'au bout, ça va affermir davantage la crise. Ça va encourager encore les frustrations. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut bien nous faire croire, il y a des frustrés. Il y a des gens qui sont déçus. Il y a des gens qu'on a mis KO. Il faut le dire honnêtement. Et il y a des gens qui jubilent. Donc, dans ce contexte-là, je ne pense pas, on ne peut pas parler de réconciliation. La vraie réconciliation viendra lorsque tous les acteurs du football qui sont en conflit aujourd'hui vont se sentir sur le même pied d'égalité à partir du travail qui a été fait par le comité de normalisation. Parce que, prenons par exemple ce que le comité de normalisation passé, qui était présidé par M. Joseph Oona. Quand vous voyez par exemple Joseph Oona qui arrive au comité de normalisation, qui sait très bien que Tombi Aroko est candidat à la présidence, mais qui garde Tombi Aroko à la fédération qui travaille. Je ne sais pas s'il était secrétaire général de la fédération. En fait, il était secrétaire général du comité de normalisation. Parce que si vous gardez un secrétaire général qui sera candidat, c'est un peu comme si vous avez un candidat qui est sous votre aisselle. Délit d'initié. Oui, on peut appeler ça un délit d'initié. Donc, à partir de ce moment, comment voulez-vous que les adversaires de Tombi n'aient pas le sentiment que le comité de normalisation, qui devait être indépendant, est en train de prendre fait et cause? Et c'est d'ailleurs la vérité. Il a pris fait et cause pour M. Tombi. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuité du manque d'indépendance de M. Joseph Oona. C'est-à-dire les frustrations. Certains ont estimé que nous avons l'avantage d'avoir le comité de normalisation dans notre poche. Quel que soit ce que vous ferez, vous ne gagnerez jamais. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Abdourahmane, on l'a mis dans une situation, je ne veux pas dire de vengeance. Abdourahmane dit qu'il est pour la loi. Mais au-delà de la loi dont il revendique l'application, il faut aussi reconnaître que Abdourahmane a été minimisé, ridiculisé, frustré durant tout le processus électoral. Vous comprenez? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, on a des connaisseurs du football dans ce pays. Mais le vrai problème du football camerounais, c'est que les gens utilisent l'argent du football. Parce que si le même problème se posait à la fédération de Nambudo, ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas. Le problème, c'est l'argent du football. L'argent du football. Ça fait qu'à Nambudo n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Voyez-vous, le Cameroun est allé à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Je pense qu'on a eu 6 milliards de francs. C'est-à-dire dans notre compte de participation. C'est fini le même jour. Cet argent, d'autres pays qui sont partis ont construit des infrastructures sportives pour développer leur football. Cet argent, aujourd'hui, on ne sait pas où il est passé. Il n'y a plus rien du tout. Rien du tout. Donc, maintenant, quand les gens se battent aussi, il faut savoir qu'ils se battent pour cacher les dossiers. Parce que si l'argent a été dilapidé, il faut bien qu'un jour on rende compte. Mais que ceux qui nous gouvernent sachent une chose. La vérité, on peut la cacher un temps. On peut la cacher quelque temps, je ne sais pas. Mais on ne peut pas la cacher toute la vie. Il viendra un jour où tous ceux qui ont géré cette fédération-là vont rendre des comptes. Parce que les traces sont là. Lorsque la FIFA vous donne de l'argent, il y a des traces. Lorsque l'État met de l'argent à la disposition de la délégation camerounaise pour aller à la Coupe du Monde, il y a des traces. Donc il viendra un jour où tous ceux qui pensent qu'en faisant ce genre de cafouillage pour embrouiller les Camerounais, tous ceux qui pensent qu'ils vont embrouiller les Camerounais, ils vont rendre des comptes. Allez, Balo, nous allons boucler cette première partie avec vous. Entre les fondeurs, ce qu'on peut qualifier de réformistes et autres, dans ce mouvement sportif, spécialement dans le giron du football camerounais, peut-on envisager des lendemains qui chantent avec ce nouveau comité de normalisation? Oui, je suis d'accord, mais je pense que nous tous, on devait se multiplier dans le nouveau comité qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que les donner le temps à travailler, on voit que la manière qu'ils vont travailler, qu'ils vont vraiment changer les choses, qu'ils ne viennent pas toujours, parce que s'ils tentent
d'y aller comme les premiers comités au travail. On va arrêter avant le temps. Parce qu'on ne peut plus accepter d'aller encore des mois et les mois. Et après, on dit qu'ils ont travaillé, ça n'a pas fini, il faut ajouter encore 6 mois. Il faut ajouter. Donc je pense que nous connaissons déjà le problème. Nous connaissons les gens là, ceux qui font la fraude. Donc vous pensez qu'il n'y aura plus de Je progression? pense qu'il n'y aura pas ce programme. On va travailler. Et je suis sûr, la FIFA nous a assuré tous à Conakry. Ils vont mettre les gens dignes, qu'ils ont déjà fait leur façon de peut-être. Ils ont fait le casting déjà. Ils ont fait le casting des hommes qui vont faire avec CAF, qui vont avec CAF ensemble, CAF et FIFA, qui vont faire le casting. Ils connaissent le Camerounais plus que nous. On verra. Allez, parlons des Lions indomptables du Cameroun, les Lions qui vont affronter dans quelques jours cette sélection nigériane dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018. C'est un match important. Il faut impérativement remporter les 2 matchs pour rester en vie dans cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Hugo Bros a fixé ses objectifs. Opération 4 points au moins sur les 6 dans cette double confrontation contre les Super Gunners du Nigeria à Exegil. Pour l'entraîneur des Lions indomptables, le Cameroun doit prendre au moins 4 points sur les 6 possibles au cours des 2 confrontations à venir contre le Nigeria s'il veut garder ses chances de qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. Si on veut bien commencer, on doit au moins avoir 4 sur 6 dans les 2 matchs contre le Nigeria. Si on veut encore avoir la chance, si on n'a pas 4 sur 6, je pense et je crains que ce sera plus possible de se qualifier pour la Coupe du Monde en 2018. Pour réussir cette mission, le Cameroun doit améliorer son jeu en faisant mieux que la pâle copie présentée à la Coupe des Confédérations en Russie. On ne doit pas être hypocrite. Nos performances à la Coupe des Confédérations n'ont pas été à notre niveau. Que les joueurs retrouvent un peu leur marque, c'est-à-dire la qualité, la combativité, la collectivité et la mentalité. Comme s'il faisait un mea culpa, Hugo Bros reconnaît qu'il fait lui-même partie des problèmes qui ont plombé le jeu du Cameroun. J'ai été pas assez exigeant pour les joueurs, j'ai été un peu trop tolérant dans certaines situations. Et ça a prouvé que ce groupe a besoin d'un coach qui est sévère. Et ça a prouvé que ce groupe a besoin d'un coach qui est sévère, qui est exigeant et qui ne tolère pas les petits trucs qui se sont passés en Russie. Hugo Bros déplore la décision de la FIFA de nommer un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. Il espère que ces événements ne vont pas perturber les Lions indomptables dans leur préparation. J'étais un peu surpris par les événements de ce dernier jour ici au Cameroun. J'espère que ces événements ne vont pas perturber ni influencer notre préparation pour ces 2 matchs importants. Le Cameroun affronte le Nigeria les 1er et 4 septembre prochains pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le Cameroun compte pour l'instant 2 points, soit 4 de moins que le Nigeria, qui totalise 6 points. Les Lions indomptables du Cameroun face à ce défi géant du Nigeria. Dans quelques jours, Hugo Bros, cette fois-ci, qui parle d'un entraîneur qui était un peu passif lors de cette campagne de la Coupe des Confédérations en Russie. Il faut retrouver les valeurs qui ont fait de cette équipe, les Lions indomptables du Cameroun, une équipe conquérante au Gabon, Clément Zeko. Oui, au-delà, il faut même monter un cran un peu plus au-dessus de ce que nous avons présenté au Gabon. Parce que jouer le Nigeria 2 fois, pour pouvoir rester en vie dans cette compétition, demande d'avoir, au-delà des aspects de performance, un état mental, et un état d'esprit du groupe qui soit de nature vraiment à bousculer même les montagnes, si tant que c'est une montagne qui se présente devant nous. Donc il faut aller chercher au fond de soi. Il faut aller au-delà de ce qu'on est capable de faire au quotidien. Et c'est pour cette raison que je crois que le travail, et puisqu'il est conscient de ça, et comme c'est lui le chef d'orchestre, j'ose croire qu'effectivement, il ne va pas rester au niveau de la conception de ce qu'il faut faire. Il va passer dans la pratique pour pouvoir mettre cette idée-là dans chacun des joueurs pour que le groupe
au jour du match soit véritablement cette bombe-là qui doit pouvoir terrasser le Nigeria. Allez, ici Vassilios, le coach qui passe aux aveux, et tu dis qu'il est conscient, maintenant il va prendre son rôle, reprendre en main toute son équipe et jouer à fond son rôle de chef d'orchestre, de patron des vestiaires. Effectivement, les compétitions se suivent, ne se ressemblent pas. Jouer les qualifications, c'est totalement différent de vivre un tournoi où vous vivez ensemble. Pendant un temps bien donné, il y a une certaine ambiance qui est créée autour du groupe. Et avec l'avantage qu'on a fait un déplacement pour une durée déterminée avec un groupe de joueurs qui savent qu'ils ont un objectif à atteindre. Là, ils peuvent tout donner. Or, les matchs de qualification, lorsque les joueurs sont relâchés, ils sont en club et tout, il y a très peu de temps pour pouvoir gérer. Et entre la victoire de la CAN et la Confédération, il y a eu des matchs amicaux qui se sont joués. Nous savons tous que les joueurs n'ont pas toujours tous donné satisfaction. En même temps, certains cadres ont décidé peut-être de prendre un retrait comme Koulou. Donc forcément, l'entraîneur se retrouve dans une situation de remise en cause. Savoir s'il a tous ses armes en main et s'il est à la hauteur du groupe qu'il va avoir par rapport à la compétition qu'il a en face. Et lorsqu'on sait que c'est deux matchs assez importants, donc c'est normal que dans son introspection, c'est son introspection à lui. Donc il donne la mesure où il reconnaît, et ça n'engage que lui, qu'il a été soit un peu souple, ou il faut mettre encore beaucoup plus de rigueur, mais ce sera une tâche très difficile pour lui, dans la mesure où, lorsqu'on regarde la convocation des joueurs, s'il y a stabilité au niveau du milieu de terrain, notamment les 4 milieux qu'il a utilisés tous ces derniers temps, une fois de plus, ça reste une équipe en chantier, parce que quand on prend le côté gauche, les titulaires habituels aujourd'hui ne sont pas là. Ouyungo est blessé, Medimou n'est plus appelé, Ngwem n'a pas donné satisfaction dans les récents matchs que nous avons livrés. Donc, une fois de plus, c'est les nouveaux qui viennent, nous et le coup. Donc, quand on regarde au niveau de la charnière centrale, on fait un comeback à un garçon comme Banana, qui, n'est-ce pas, a été délaissé depuis ses participations dans les juniors et autres. Donc, c'est un peu ça. Tout en à croire que dans le match qu'on va livrer, certainement, on ne sera pas surpris de voir encore faille une fois de plus à gauche et Mabouka à droite pour aller dans une certaine stabilité. Parce qu'au finish, on a un lycée de 23 joueurs où il y a 4 nouveaux. Il y a quasiment 4 retours. Choupo qui revient, Gouda qui revient à la place de Arnaud Dana une fois de plus, qui a préféré rester en club. Donc Fabrice Olinga, qu'on n'appelait plus depuis le temps voilà, et il est en train de faire son retour. Et il y a les gros absents, Toko Ekambi, Ndip Tambe, Zoa, Ouna, qui a fait une parution et qui disparaît de la liste. Boumal qui a pourtant montré de bonnes choses sur le côté, oui. Sur le côté, mais qui n'est pas là. Donc moi je dis, en très peu de temps, cet entraîneur, il a du travail, il a véritablement du travail, il aura un choix rapide à faire. Parce que les rencontres amicales, si on l'avait dit ici, il avait le choix de mettre une équipe qui pouvait rouler, il a plutôt le choix de donner du temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas, ce qu'il a réconforté aujourd'hui, parce que ceux qui n'ont pas donné satisfaction ne sont pas là, un choix est fait, vivement on les attend à pied d'œuvre. Maître Sikati, c'est un entraîneur qui veut rapidement tourner la page de la Coupe des Confédérations en Russie, gommer les manquements de cette épreuve. Bon, c'est vrai qu'a priori, avec je dirais les contre-performances qu'on a connues pendant la Coupe des Confédérations, je pense qu'on a le droit d'être inquiet, ça c'est vrai. Bon, maintenant, je pense aussi que la Coupe des Confédérations a été une expérience que Hugo Broos saura certainement mettre au service de son équipe. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui est quand même là depuis, je pense, bientôt 2 ans. Voilà, il connaît très bien son groupe. Il va certainement les remotiver parce que je pense qu'après, on a pris quand même un certain nombre de coups sur le moral après la Coupe des Confédérations, surtout au premier tour, perdre par exemple le match amicaux avant 4-0 contre la Colombie. Je pense que ça crée quand même un trou dans la psychologie des joueurs. Donc maintenant l'entraîneur, il est certainement conscient que la meilleure façon de remobiliser ces joueurs-là consiste à leur dire que bon, dans le football ça peut arriver des passages à vide. Bon, maintenant on va revenir dans un contexte africain qui est celui que nous maîtrisons le mieux. On va jouer contre un adversaire qu'on a souvent joué avec un système de jeu qu'on connaît.
Voilà, bon, maintenant Hugo Broos, il s'est fixé l'objectif de glaner au moins 4 points. Je pense que c'est un objectif qui est faisable. Je pense même qu'avec un peu plus d'efforts, et du Baraka, le Cameroun peut parfaitement remporter les 2 matchs. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun aborde cette rencontre-là avec la carapace de champion d'Afrique. Et ça, sur le plan du mental, ça compte énormément. Voilà, contre une équipe du Nigeria, ça compte énormément. Le Cameroun a aussi un atout psychologique important sur le Nigeria, c'est-à-dire, on sait quand même que dans les différentes confrontations, on a souvent gagné, ça compte énormément. Bon, maintenant, je pense aussi que l'équipe du Cameroun va évoluer avec des joueurs qui sont pratiquement en début de championnat. C'est vrai, bon, certainement, il y aura des joueurs qui n'auront pas encore totalement les automatismes qu'on aurait attendu si les championnats avaient déjà connu le rythme de croisière. Bon, maintenant, je pense aussi que le Nigeria est dans la même posture, et les joueurs nigérians sont dans la même posture que les joueurs camerounais. Hugo Broos, ça va se jouer au niveau de son discours, ça va se jouer au niveau de la concentration, ça va se jouer également au niveau de l'humilité que cette équipe a affichée. On a vu cette humilité en Coupe d'Afrique des Nations. Il faut, quand on est une équipe qui n'a pas beaucoup de talent sur le plan individuel, il faut jouer solidaire, il faut jouer collectif, il faut jouer dans la solidarité, la fraternité. Et ça, le Cameroun a bien montré qu'il savait le faire pendant la CAN. Moi, j'ai espoir, je pense qu'on peut faire un bon résultat. Maintenant, un match de foot reste un match de foot. Allez, c'est un match de foot très important, le coach en est conscient. Vous avez suivi la déclaration de Hugo Broos face aux journalistes ce jour à Yaoundé. Le président Balo donne un avertissement à ses joueurs. Messieurs, fini le laisser aller, fini la récréation. Maintenant, place à la concentration, car il faut arracher au moins 4 points dans les 2 matchs face au Nigeria. Oui, mais 2 entraîneurs ont déjà dit que les matchs ne se ressemblent pas. Et n'oublie pas que Hugo, nous avons un entraîneur. Si c'est un Camerounais, on devait dire que c'est un marabout. Parce qu'il nous a déjà habitués les surprises. Et n'oublie pas que le Nigeria gagne le Cameroun d'abord difficilement. Mais je tiens à rappeler les uns et les autres que si c'était sur le papier, le Nigeria nous dépasse. Parce qu'ils ont les joueurs qui jouent dans Chelsea, qui jouent dans Manchester City, qui jouent dans Arsenal, qui jouent dans Dortmund et tout ça. Nous, on a les joueurs de 2e zone là. Mais avec des individualités. Oui, pas individuellement nous dépasse. Mais nous avons notre entraîneur, Hugo Broos, qui nous a déjà habitués avec les victoires qu'on ne sait pas là où ça vient. Donc, faisons-lui confiance. Et comme on a d'abord cette chance, qu'on a l'habitude de gagner souvent le Nigeria, ça peut suivre et je suis sûr qu'on peut gagner les 2 matchs. Allez, Clément Zeko se fixait déjà cet objectif de 4 points sur les 6. Ça permet de mettre la pression à tout le groupe. Oui, c'est le minimum pour le moment, pour rester en vie dans la compétition. C'est le minimum. Et maintenant, on ne peut pas se donner ces objectifs-là et rester la fleur au fusil. Ce n'est pas possible. Il faudra que dans le discours, que tout tranche. Et que le discours que l'on doit aborder soit dans le sens de pouvoir amener les uns et les autres à s'arrimer et à adhérer à ce projet-là. Parce que vraiment, ils vont souffrir. Hein. Il faut cravacher dur. Il faut vraiment aller chercher très loin. Déjà dans la performance physique et maintenant dans son mental. Parce que l'environnement ne sera pas un environnement de messe du dimanche. Donc il faut comprendre qu'effectivement, je crois qu'il faut trancher avec le discours. Maintenant, en tranchant avec le discours, les amener à adhérer à tout ce projet-là. Le match aller, ce sera sur le terrain adverse à Uyo, au Nigeria. Sur place, les Nigérians également ont déjà commencé à préparer la réception des Lions indomptables du Cameroun. Et le champion d'Afrique doit aller faire valoir ses arguments sur place à Uyo pour espérer venir confirmer le travail à domicile au stade Amadou Ahidjo. Effectivement, je pense que dans le quota de 4 points, notre sélectionneur pense faire un match nul à l'extérieur et avoir une victoire à domicile. Maintenant, je crois que si dans l'état d'esprit de nos joueurs, ils savent que nous avons notre destin en main et qu'il est possible de gagner ces 2 matchs pour s'ouvrir les voies dans la continuité de la qualification pour la Coupe du Monde, je pense que cela est à leur portée. Tout dépend. Maintenant, au niveau de l'organisation de jeu, je pense que le match qu'on a joué à l'extérieur contre l'Algérie, c'était un match de référence. Donc, cela suppose que l'entraîneur et ses joueurs sont capables, dans ce projet-là, de produire le même jeu. Quitte à eux maintenant d'être assez efficaces au niveau de la réalisation, parce que ce jour, quand même, on a eu pas mal d'occasions de buts qu'on a aussi vendangé.
Et c'est ça qui nous a amené à considérer ce match nul parce que la victoire était à notre portée. Donc nous avons des arguments, même si au niveau du rapport de force, en tenant compte des individualités des joueurs qui composent cette sélection du Nigeria, on peut aller amoindrir, mais je pense que le mental du Cameroun, l'expérience acquise à travers ce groupe et des compétitions que nous venons de faire, peu importe le résultat que nous avons eu à la Confédération, mais il y a quelque chose que nous avons gagné en participant là-bas. Il faut maintenant le ressortir dans ce match-là pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, et Hugo Broos l'a dit, il ne faudrait pas que l'actualité actuelle inhibe la préparation de nos Lions. Le secrétaire général est en place. Je pense que toutes les autres organisations qui sont autour de Lions Indomptables, ils sont également. Il faut simplement qu'on mette les petits plats dans les grands, qu'on prépare très bien ce déplacement, afin qu'on mette tous les chances de l'autre côté et que la vérité ne soit que celle du terrain. Allez, nous attendons cette première rencontre des Lions Indomptables du Cameroun. Le Nigeria qui est leader. 6 points pour les Super Guinea du Nigeria. 2 points seulement pour les Lions Indomptables du Cameroun. Il faut refaire ce retard pour espérer rester en vie dans cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Parlons de la Coupe du Cameroun de football, les 32e de finale, la suite des 32e de finale. Nos reporters étaient sur le terrain cette semaine à Bonabri pour suivre les entraînements de cette équipe. Un petit pousset, Bonabri FC qui sera l'adversaire de l'Union sportive de Douala dans cette étape des 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Benjamin Mongo, l'entraîneur en chef, qui donne quelques informations à ses hommes et comment aborder cette rencontre face à l'Union sportive de Douala. C'est la première participation de Bonabri FC au 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Bonabri FC qui évolue, Vassilus, en élite tout de la 2-2 régionale. C'est un rêve pour certains. Ce sera une véritable excitation pour ces jeunes de rencontrer l'Union sportive de Douala, Bonabri FC en cette 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Oui, mais n'oublions pas qu'en matière de coupe, il n'y a pas, la hiérarchie n'est généralement pas respectée, étant entendu que c'est en un match. Et nous savons tous qu'en un match, tout peut arriver. Et la forme du duo peut être à la faveur du petit pousset. Et l'équipe partie favori au départ se trouve dans de sales draps. Et je pense que c'est ce qui motive généralement les équipes qui vont rencontrer les plus grands. Si Bonabri FC est battu, c'est normal, c'est la logique, il n'y a pas un souci. Maintenant, si c'est l'Union qui perd, il y a un exploit. Et pour le footballeur, réaliser un exploit est un rêve. Et à chaque fois, il faut pouvoir réaliser ce type d'exploit. Donc, raison de plus pour que l'Union qui va vers cette équipe-là doit être extrêmement concentrée et sérieuse pour ne pas leur donner l'occasion, un temps soit peu, de croire. Parce qu'une équipe de ce calibre, lorsqu'elle a plus confiance, elle devient difficile à manipuler. Balodon Authentique qui ne participe a été éliminé, mais Bonabri FC est l'un des porte-étendards de la région du littoral à cette étape des 32e de finale. L'équipe, on croit, Dieu confère que ça passera pour les 16e de finale dans cette équipe de Bonabri FC. Vous savez que la Coupe du Cameroun, c'est les surprises. Et puis Bonabri est arrivé là, il n'est même pas à l'Élite régional. Oui. Ils sont à l'Élite régional. Et donc, moi, je les classe comme une équipe de 3e division départementale. Donc, s'ils sont arrivés là, qu'ils savent quand même qu'ils ont gagné quand même notre équipe avant d'arriver là. Donc, il y aura un match. Mais que quand même, que l'Union prend ça au sérieux. Mais moi, je peux soutenir Bonabri parce que nous sommes dans la même catégorie. Je ne peux pas laisser quelqu'un que je peux aller supporter quelqu'un qui est en haut. Allez, ces jeunes attendent avec impatience du côté de Bonabri FC le match de ce samedi, match des 32e de finale contre l'Union sportive de Douala. Écoutons le capitaine de cette équipe, Etene Ndema Alphonse, au micro d'Equinox Télévision. Je pense que nous avons profiné ces entraînements depuis au moins ce lundi. Et nous pensons que face à l'Union, nous ferons le possible pour les vaincre. L'Union sportive, c'est une foule de guerre. C'est vrai que cette saison, elle n'est pas première ou deuxième du championnat. Mais nous pensons que l'Union, la Coupe du Cameroun, c'est une priorité cette saison parce qu'elle se retrouve au bas du tableau. C'est une compétition comme toutes les autres, mais elle a un peu plus de valeur, notamment par rapport au championnat régional auquel nous appartenons en ce moment. Et je crois que de l'existence de Bonabri FC, c'est pour sa première de jouer les 32e de finale de la Coupe du Cameroun et jouer contre une mastodore comme l'Union de Douala. Je pense que c'est pour nous une occasion de pouvoir se faire connaître parce que Bonabri aujourd'hui, je pense que beaucoup n'en savent pas. Bonabri FC est la seule équipe de l'arrondissement de Bonabri qui joue la région
et qui aujourd'hui représente valablement cet arrondissement au 32e de finale. Face à l'Union, je pense que c'est un gros challenge pour nous et c'est une forme de challenge David contre Goliath. Je pense qu'au lendemain de ce match, tout le monde sait ce qu'il y a eu entre David et Goliath. Donc voilà comment est-ce que nous préparons cette grande rencontre. Pour nous, c'est un gros challenge. Allez, l'arrondissement de Douala 4e, bien représenté par Bonabri FC au 32e de finale. On rappelle que des équipes comme Union de Kekem ont déjà arraché la qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Jouer ces matchs de 32e de finale pour une équipe de la D2, l'équivalent aujourd'hui de la D3, c'est exactant pour une équipe comme Bonabri FC, Maître Sikati. Oui, mais je pense que c'est tout à fait exaltant parce que Bonabri FC, c'est certainement une équipe qui aspire, qui a des joueurs qui aspirent à évoluer demain certainement en championnat professionnel. Bon, généralement, quand il y a une opposition comme celle-là, une équipe du championnat amateur, de la Ligue de Giban, vous avez parlé de... Elitou, la D2 du littoral régional. Voilà, D2 régional contre une équipe de la Ligue de football professionnel. L'équipe la plus motivée en général, c'est l'équipe de la Ligue régionale. Voilà, donc je pense que Bonabri FC est certainement en train d'attendre fermement ce match. Bon, du côté de l'Union, je suppose qu'on a le sentiment qu'étant le Grand Union, même si on n'a pas forcément on n'a pas le niveau habituel pour cette saison. Bon, on se dit qu'on joue contre un petit poussé, mais il faut faire attention aux surprises. Je pense que l'équipe la plus concentrée, qui sera la plus déterminée, c'est Bonabri FC. Bon, maintenant, espérons qu'ils auront les moyens, parce que j'aime bien soutenir aussi les plus petits. Espérons qu'ils auront les moyens de leur politique face à l'Union. Attention aux surprises à ces matchs des 32e de finale de la Coupe du Cameroun de football programmée ce week-end. Horizon Sport, on parle de tous les sports. Basketball à présent, l'Afro-Basket Dames Malich 2017. Les Lions indomptables du Cameroun sont à cet instant sur le parquet pour un match des quarts de finale de cette compétition majeure des dames sur le continent africain. C'est l'équivalent de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball chez les dames. Une équipe du Cameroun qui a peiné dans la première phase de cette compétition, mais a pu arracher sa qualification pour les quarts de finale. Ce soir, les Lions affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal. C'est cette équipe Clément Zeko qui avait brûlé la politesse au Cameroun il y a 2 ans au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé-Ouarda. Est-ce que le coach, les deux entraîneurs, Suleiman Pepouna et Guy Moudjo, seront capables d'impulser une dynamique de leur banc de touche pour permettre à cette équipe d'être véritablement inspirée face au Sénégal? Oui, je pense. Lorsqu'on a vu comment cette équipe a évolué pour pouvoir se qualifier lors des quarts contre, je pense, la Tunisie, être mené et revenir pour pouvoir battre la Tunisie, cette équipe a démontré qu'elle avait beaucoup de ressources. L'occasion est présentée pour que cette équipe-là qui a essuyé l'affront devant le Sénégal au Cameroun, de pouvoir payer la pièce de la monnaie. Je pense qu'en sport, des occasions comme ça, personne ne peut accepter de passer à côté. Et vu l'enjeu de la situation et ce qui peut en être comme retombé, j'ose croire que tous sont conscients effectivement de la situation et donneront du meilleur de leurs possibilités pour pouvoir y parvenir. Et lorsque j'ai vu l'osmose qu'il y a d'abord entre Pepouna et son assistant, ensuite entre Pepouna et ses joueuses, j'ai comme l'impression que le groupe est bien en harmonie. Et quand on est en harmonie, je pense qu'il est plus facile de poursuivre un objectif commun. La semaine prochaine, nous allons faire le bilan de cette compétition côté Cameroun. Suleiman Pepouna et Guy Moudjo qui ont cette mission. Il faut notamment prendre cette revanche sur le Sénégal. 2015, c'était à Yaoundé. Mais il y a eu une piètre rencontre du Cameroun contre le Mali. C'était la dernière journée de la phase des poules. Le Cameroun a l'obligation de faire oublier ce match, une sortie lamentable. Effectivement, je crois que même si ce n'est plus le même groupe aujourd'hui, c'est une équipe qui a quand même eu un début assez difficile parce que lorsqu'on regardait les matchs, on s'est quand même rendu compte qu'elle a joué beaucoup de maladresse au niveau des paniers à 3, donc beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'incohérences au niveau des transitions dans les phases de jeu. Oui. On a eu comme l'impression que les 3 ou 4 cadres qui sont restés dans ce groupe-là étaient à un moment donné un peu stressés et qui n'arrivaient pas à trouver le juste milieu avec les nouvelles joueuses qui étaient là. Mais il y a eu 2 matchs parfaits qui ont été, n'est-ce pas, un peu référents, qui a été la référence vraiment
la correction des problèmes qui ont été détectés dans l'ensemble de ce match-là. C'est pourquoi Clément parle d'osmose à la fin, parce que Pepouna a fini par trouver le juste milieu entre son adjoint et les joueuses. Donc moi je dis, c'est une revanche, elles doivent tout donner parce que c'est un quart de finale, ça ouvre les portes d'une demi-finale. Pourquoi pas? Aujourd'hui où tout est rentré dans l'ordre, parce qu'elles sont véritablement allées chercher cette qualification-là. Et quand vous réussissez à obtenir cette qualification avec le rythme dans lequel elles ont joué, tout en à croire aujourd'hui que motivées et surmotivées qu'elles sont, elles peuvent faire la différence. Allez, c'est un duel entre les championnes, les Sénégalaises et les vice-champions d'Afrique, les Lions indomptables du Cameroun. La semaine prochaine, nous allons revenir faire le bilan de cette épreuve, l'Afro-Basket Dame 2017 à Bamako, au Mali. Parlons également de handball ce soir, le handball, les demi-finales allaient disputer samedi dernier au stade municipal Ngodi Akwa. L'équipe de FAP de Yaoundé rendait visite à Phoenix de Douala. Une victoire de FAP de Yaoundé 26-18 pour Phoenix de la ville de Douala. On va vivre les demi-finales retour ce week-end, notamment demain samedi au complexe de la Concorde du côté de Yaoundé. Chez les dames, TKC sera opposé à France de Yaoundé. Avantage pour le TKC de Albert Roger Mila. Chez les dames toujours, Nana Training Center Dynamique de Bokito. Avantage pour l'équipe de Bokito. En messieurs, FAP contre Phoenix de Douala. Avantage à l'équipe de FAP de Yaoundé. France de Yaoundé chez Munuche de Yaoundé, demi-finale retour. En messieurs, avantage pour l'équipe de Munuche de Yaoundé. Place à présent aux réactions après ce match aller, disputé samedi dernier au stade municipal Ngodi Akwa. Écoutons d'abord le coach de Phoenix de Douala, l'entraîneur Mayaka. C'est un vétéran, un ancien qui a roulé sa bosse dans les équipes Sahel, Al Jajra et bien d'autres, la ville de Douala. Quand à domicile on prend 8 buts d'écart, il faut comprendre que ça va être très compliqué pour le match retour. Mais nous espérons qu'on pourra faire quelque chose. Trop de loupés. Vous avez dû remarquer que mes enfants ont été, ils n'ont pas eu de réussite. Il y a eu un gros manque de réussite en attaque. Donc trop de tirs sur le gardien et sur les poteaux. Donc c'est ça qui nous amène à ces résultats. S'ils ont pu avoir 7 ou 8 buts parce que je considère que c'est une première manche. En deuxième manche également, on peut se permettre d'espérer faire 8 buts d'écart. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est un match de handball où on peut arriver à écart de 10 buts et puis remonter l'écart de 10 buts. Je ne veux pas accuser l'arbitrage, je me refuse de jouer à ce jeu-là. Mais je pense quand même qu'il y a des efforts à faire dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas avoir... peut-être que c'est des deux côtés, hein, mais on ne peut pas avoir un arbitre qui laisse des joueurs jouer en dehors du règlement, c'est-à-dire 5 pas au lieu de 3. Et c'est partout, hein, des deux côtés. En dépit de la défaite enregistrée au match aller à Douala, le coach Mayaka de Phoenix de Douala croit aux chances de qualification pour la finale de la Coupe du Cameroun. Écoutons à présent l'entraîneur de FAP de Yaoundé, Placide Tagne, au micro d'Equinox Télévision. On a voyagé ce matin, on est arrivé, on n'a même pas eu le temps de se reposer, on est sur le terrain. Non, on a eu des problèmes administratifs, c'est tout, c'est un problème administratif. Mais ça n'a pas été ce que je voulais, parce qu'il ne devrait pas prendre seulement 7 points. Normalement, il devrait prendre au moins 15 points. Et à Yaoundé, on va faire... Douala, c'est un problème. J'espère qu'à Douala, à Yaoundé, avec les bons arbitres, vous allez voir qu'il n'y aura même pas match. Parce que là-bas, au moins, on respecte le règlement. Ici, on ne respecte rien. C'est pour ça que vous avez vu, dès la fin du match, ça a été ce que ça a été. À du pain sur la planche, toutes les parties pointent un doigt accusateur sur les arbitres de la rencontre. Allez, du côté des FAP de Yaoundé. De la Coupe du Cameroun. Parlons également de natation ce soir. Natation, c'est la Ligue régionale de natation et sauvetage du littoral qui va organiser un challenge dénommé, baptisé Challenge de la Marguerite. Ce sera ce week-end à la piscine semi-olympique de la Viche du côté de Bonabérich à Douala 4e. Cette compétition a pour objectif de promouvoir la natation en milieu de jeunes, d'initier les tout petits à la pratique de la natation, de participer également à la détection de nouveaux talents, d'encourager la pratique de la natation en conformité avec les standards et normes internationaux et de préparer l'équipe du Cameroun aux Jeux Olympiques de 2024. Plusieurs athlètes sur le plan national seront invités à participer à cette compétition et même des étrangers seront également là pour cette épreuve de challenge à Marguerite. Il y a des Français et également des Malgaches qui participent à cette belle compétition. Nous allons donner la parole tour à tour à un nageur malgache.
et à la promotrice de cette compétition, Marguerite Camping. C'est la première fois que je suis venu au Cameroun. En fait, j'ai participé à plusieurs compétitions et quand j'étais au Congo avant de venir ici, il y a André Dienovakuka, un nageur, il m'a dit qu'il y aura une compétition au Cameroun et qu'on aura notre chance peut-être de gagner. Et c'est pour ça que je suis venu. Il y avait 3 chronométreurs ou 4 l'année dernière, cette fois-ci nous en avons 12. Il y avait les nageurs de quelques clubs du littoral. Cette fois-ci, il y a les nageurs de Yaoundé, du littoral et d'ailleurs. Et quoi d'autre? Il n'y avait pas le chambre d'appel l'année dernière. Cette fois-ci, nous avons le chambre d'appel. Nous avons beaucoup évolué, pas sur les chichis périphériques, mais sur vraiment la technicité et aussi sur le professionnalisme. C'est très important. Et à l'avenir, on aimerait encore travailler un peu plus rapproché des nageurs, c'est-à-dire leur apprendre la gestion des carrières et la pré-natation. Allez, comment se prépare cette compétition au sein des clubs de natation de la région du littoral? L'équipe de TCR olympique de Douala, les jeunes préparent cette deuxième édition du challenge de la Marguerite qui est prévue ce week-end à Bonabéry. L'équipe de reportage d'Equinox est allée aux entraînements du club du côté de la piscine semi-olympique de Bassa où l'entraîneur Roger Tonfac a également permis à ses hommes de faire les derniers réglages avant de descendre dans la piscine du côté de Bonabéry. Quelques jeunes sont très engagés et très motivés dans la perspective d'aller engranger des métaux plus précieux dans cette compétition, le challenge de la Marguerite. Nous allons rencontrer quelques nageurs, Pango et Laporta, également Pango Chloral, Christian Gnopin, tous disent qu'ils sont déterminés, prêts pour le challenge de ce samedi. Nous les écoutons. Je suis Fouana, je vais faire la brasse, le tronc, le papillon. J'ai travaillé sur quelque chose qu'on appelle la brasse, crawl, dos et papillon. Je me sens un peu stressée, mais je sais que quand même je vais battre les compétiteurs des autres pays. Bon, je suis en préparation pour la compétition du 26. Je m'a dit, je me sens pour accueillir les étrangers. Et j'en ai le meilleur de moi-même pour faire gagner mon équipe. Je me dit à chacun de donner le meilleur de soi-même, afin que nous puissions faire mieux. Et normalement, nous devons nous démarquer, montrer que nous sommes meilleurs en cette catégorie et dans cette discipline. Quittons la piscine, la natation pour parler de football. Cette fois-ci, les motocyclistes, encore appelés Ben Skinner, étaient sur le terrain au lycée de Bepanda. Une belle finale en hommage à l'ancien maire de l'arrondissement de la 5e, Madame Foning. Ces jeunes motocyclistes Ben Skinner étaient sur le terrain, se sont vraiment amusés sur cette belle finale qui met aux prises les motocyclistes du quartier Omnisport en blanc à ceux du quartier Le Pomme en rouge. Et la partie c'est âprement disputé devant les curieux et ces nombreux spectateurs venus vivre cette rencontre, cette belle finale qui s'est soldée sur le score d'un but partout. Vous comprenez que la rencontre était vraiment serrée entre ces motocyclistes. C'est à l'épreuve fatidique des tirs au but. C'est à cette étape que les deux équipes vont se départager. Victoire à l'arraché de l'équipe de Ben Skinner aux motocyclistes de Lopom en rouge. Après tir au but, 4 tirs contre 5. Allez, pour l'équipe de Lopom, c'était une belle journée pour ces Ben Skinner du côté de Lopom. Ils ont abandonné les motos et autres pour se livrer à cet exercice de football au lycée de Bepana. Le promoteur de cette belle journée réservée aux Ben Skinner motocyclistes, c'était Salomon Topning qui ainsi rend hommage à Madame le maire Françoise Foning. Très beau match. Personne ne savait que les motardsmen étaient de très grands joueurs, des techniciens. D'où le match est fini au tir au but. Nous voudrons dire merci à tout le monde, à ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à cette grande fête, cette grande finale, en mémoire de la belle Foning. Et nous allons essayer d'innover chaque année. Ce championnat est en partenariat avec le bureau de Motards qui, pour eux, c'est à leur manière de commémorer et se rappeler en permanence ce que Mme Foning a fait pour eux. Comme a dit M. le délégué du gouvernement, on a aussi vu les techniciens. Par rapport au conseil, n'est-ce pas, qu'il a attribué pour l'encadrement, n'est-ce pas, du secteur difficile. Je remercie les médias qui étaient là aussi pour couvrir l'événement et transmettre cette pensée commémorative à l'endroit de notre chère maman, Madame Foning.
Allez, merci. Nous allons cette fois-ci quitter le terrain des sports dits chez mineurs. Horizon Sport, c'est tous les sports. Avant de mettre un terme au plateau de ce soir, président Balogun, le nouveau comité de normalisation sera installé dans quelques jours. Le casting des hommes se poursuit, les consultations se poursuivent encore. Vous dites, en dépit de l'animosité aujourd'hui dans le milieu du football camerounais, il faut garder espoir et les uns et les autres pourront regarder enfin dans la même direction. Ouais, vous êtes convaincu que ça peut se faire? Mon mot de fin, c'est que, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Donc, la FIFA a décidé de venir redresser le football camerounais. Je continue à dire que la seule chose, que le gouvernement camerounais laisse la FIFA. Vous y placez beaucoup d'espoir. La même libre de travail, j'ai l'espoir. Parce que ça a bien commencé. J'espère que ça va bien terminer. Pourquoi vous êtes si déterminé, convaincu que les choses cette fois-ci vont aller sur les bons rails? Qu'est-ce qui vous conforte dans cette position? La première chose, parce que la FIFA est d'abord venue appliquer la sentence qu'on attendait depuis. C'est d'abord ça qui faisait problème. Maintenant, la FIFA vient de créer encore, à la case de départ, un autre comité de nomination, où nous pensons que cette fois-ci, ça pourrait aller très bien. C'est pour ça que j'ai laissé l'espoir. Est-ce qu'il y avait déjà des indications depuis Conakry? Oui, il y avait des indications. Puisqu'ils avaient déjà mis à l'écart les exécutifs de 2009. Donc on savait que s'il n'y a pas le 2009, ce n'est que le comité de nomination qui devait prendre place. Exit 2009 désormais. Quelle assemblée générale Balogun va adopter les nouveaux textes d'Africa Foot? Non, je pense que le nouveau comité de nomination verra. Ça, c'est un problème un peu délicat, mais on va voir. Même si c'est même 10 personnes qui seront à l'Assemblée, ils vont adopter le texte. Ça fait d'ailleurs partie de leur mission. C'est même écrit, donc ça fait partie de leur mission. S'ils sont même 10 personnes, ils vont adopter le texte. Et les élections vont suivre. Allez, les zones d'ombre qui ont toujours entouré la gestion, la relecture des textes, le toilettage des textes. Maître Sikati Désiré, peut-on dire que l'arrivée de cette nouvelle normalisation va signer la fin de la crise dans le football camerounais? Moi, je pense que je vais vous surprendre. J'ai souvent dit que la crise que notre football connaît depuis un certain temps, c'est une crise qui est à l'image même de la société camerounaise. C'est-à-dire, on a un véritable déficit programmatique au sein du régime qui nous gouverne, parce que si vous regardez tous les secteurs de la société camerounaise, il y a des problèmes. Moi, je suis tenté de penser que le salut du football camerounais viendra par l'élection d'un nouveau régime qui viendra avec une nouvelle politique du football. Voyez-vous, parce que quand vous regardez tous les autres secteurs d'activité de notre pays, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul où le gouvernement donne l'impression de travailler vraiment dans l'intérêt de la nation. Regardez le secteur des transports, tous les jours il y a des catastrophes. Regardez le secteur des infrastructures, que ce soit des infrastructures sanitaires, que ce soit des infrastructures de sport. Je pense que le Cameroun est à la traîne dans tous les domaines. On est à la traîne dans tous les domaines. Aujourd'hui, on est en train de préparer une CAN, mais nous sommes en train de préparer la CAN en vendant le vent, c'est-à-dire on nous fait croire qu'il y aura des stades qui seront livrés. J'ai vu certaines images aujourd'hui où on proposait au Cameroun de pratiquement faire jouer les gens dans un bateau. Bon, peut-être aussi qu'on peut innover là-dessus. Voilà, c'est des choses que nous sommes toujours champions en surprise. Mais je dis, je suis quand même je suis sceptique parce que peut-être qu'on peut avoir un apaisement au sein de la fédération. C'est possible, mais est-ce que pour autant le football va se développer? Je ne pense pas. Pour que le football se développe dans un pays, l'État doit faire un véritable accompagnement, surtout sur le plan infrastructurel. Et être un vrai partenaire qui regarde sans toutefois s'impliquer et tirer des bénéfices, je veux dire matériels. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait problème au Cameroun. C'est ça qui fait problème chez nous. Donc, moi j'ai foi que le jour où on aura un changement de régime, où les Camerounais ont la possibilité de mettre sur pied un régime qui aura été élu et qui peut être sanctionné sur la base de son bilan. À ce moment-là, on attendra les vrais résultats des dirigeants de football. Basilius Clément Zeko, deuxième normalisation en 4 ans. Vous y croyez comme le président
dans ce sens que nous étions dans un problème de légalité et d'illégalité. Réellement, c'était un problème qu'il fallait trancher. Soit le Cameroun devait continuer à exercer sa souveraineté, soit la FIFA devait faire prévaloir les textes qui régissent l'organisation du football et sa réglementation. À la fin, c'est ce qui a pris le dessus. Je pense que tout devait rentrer dans l'ordre. Le comité de normalisation a des missions qui sont assez précises. Gérer les affaires courantes, et elles sont nombreuses. Toiletter les tests, les mettre en conformité avec les tests camerounais et ceux de la CAF et de la FIFA, en tenant compte également des tests de ligue décentralisée. C'est important. Mettre sur pied une commission électorale, procéder donc à l'élection du comité exécutif. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsque les tests seront adoptés, une élection s'accompagne toujours de campagne et d'un électorat. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'aura plus de bataille. Ce qui est sûr, lorsque les camps s'opposent, il y aura toujours des batailles. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les camps s'opposent pour la bataille, mais qu'on livre à ceux qui vont aller aux élections des tests qui sont conformes. C'est tout. C'est tout. Et si le comité de normalisation a réussi à le faire, je pense que même pour ce mandat ou le mandat à venir, tout le monde saura dorénavant à quoi s'en tenir. Clément Zeko, conformité des textes, une nouvelle normalisation, vous y croyez? Je ne crois pas beaucoup. Mais j'ai espoir que si on procède autrement, on peut y parvenir. Comment? Le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui naît du fait que on a fait prévaloir, on a fait la promotion du lobbying. Parce qu'à un moment donné, lorsque la normalisation arrive, au lieu d'écrire de manière neutre les textes et laisser ceux qui sont capables, au vu du texte, de prendre la place, la normalisation un peu s'est accouplée à un lobby et a réussi à installer ce lobby. Au point où il y a eu schisme entre les partis. Et ceux qui se sont sentis lésés ont porté des affaires devant la juridiction. Et même quand la sentence a été donnée, on n'a pas voulu l'appliquer simplement parce que ça allait au détriment du lobbying. Donc aujourd'hui, pour qu'on sorte de cette lornière, il faut éviter de faire ce lobbying à nouveau, mais plutôt promouvoir le leadership. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écrire de manière impartiale les textes en se conformant aux prescriptions qui sont données et maintenant laisser libre cours à ceux qui peuvent, par rapport à ce texte-là, arriver au texte, d'y parvenir. Et je pense que c'est ça le plus difficile. Le plus difficile, pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsque j'ai été au courant de la normalisation, j'ai essayé un peu de regarder les comportements des uns et des autres par rapport à la situation. La seule interrogation que je me suis faite, c'est que est-ce une logique de terre brûlée? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ceux qui sont au pouvoir vont passer à l'opposition, ceux qui étaient dans l'opposition vont passer au pouvoir et on va recommencer. Et en recommençant, on n'aura pas fait le moindre pas vers l'avant. Donc, c'est pour raison que je crois que nous ne faisons plus la promotion du lobbying, mais plutôt allons du côté du leadership. En 30 secondes, monsieur, à la régie, en 30 secondes, quel profil pour les hommes qui pourraient occuper des postes dans ce comité de normalisation? Président Balo-John. Non, j'ai déjà dit pour les gens qu'on pense, qui connaissent bien le problème qui mène ce football depuis qu'il nous a amené là où nous on se retrouve. Vous pouvez citer nommément quelques personnalités? Non, moi je vais essayer. C'est une colle pour vous? Non, vous citez nommément quelques personnalités, vous êtes du milieu, vous êtes dans la gestion du football depuis des années. Oui, par exemple, quand on voit que même des personnes comme Gassape, par exemple, qui est à Douala. Qui a fait partie de la normalisation, qui a craqué la porte. Voilà, qui a monté de quoi capable. Ça veut dire qu'il a vu les bêtises, il n'a pas supporté les partis. Voilà les gens comme ça, les gens non. Et qui ont servi le football. Ils ont servi le football. Voilà. On a les gens comme Ekeke Jeune, qui a joué au foot de haut niveau, qui a aujourd'hui entraîné le président du club. Il y a même des gens comme Vassili qui est devant moi, qui a entraîné, vraiment ils sont nombreux. Je veux les footballeurs, les gens qui connaissent les problèmes de foot. Et n'oublie pas que le problème du football au Cameroun, c'est ici dans le littoral. C'est ici que ça chauffe.
Donc il faut prendre quelqu'un ici. La région des rebelles. Voilà. Alors, Vassilios fait partie du corps des métiers de la CEF, entraîneur et éducateur de football. Monsieur, quel profil pour vous? Vous pouvez citer nommément quelques candidats, quelques postulants? Hervé, je pense que c'est un jeu auquel on n'est pas habitué. Aller dans les boules de cristal. Je pense que la FIFA viendra. Nous ne voulons pas influencer ce qu'ils ont préparé, parce qu'il faut vous dire aussi la vérité. La bataille au niveau de la fédération, elle est plus loin d'être une bataille de poste ou de sous. Parce que le football au Cameroun, on peut même dire que le président de la fédération, c'est un président de la République. Nous voyons tout ce que le football nous apporte. Donc, vivement, pour une fois, le football n'est pas le seul secteur qui ne marche pas bien. On l'a déjà dit. Moi, je pense que nous laisserons à qui de droit de mieux s'entourer pour nous permettre vraiment et véritablement à notre jeunesse. Vassilios ne veut pas se lancer dans cet exercice. Maître Sikati Désiré, vous êtes avocat, juriste. Pour les uns et les autres, les juristes ont échoué. Non, le profil de certains qu'on pourrait désigner dans un tel casting. Non, mais je ne suis pas seulement juriste, hein. Moi je suis également dans le foot. Dans le foot, agent agréé. Et j'ai même joué à l'époque quand j'étais au lycée, j'ai joué dans les catégories des juniors. Voilà, donc je ne suis pas dans le foot. Donc vous êtes dans de la chapelle. Oui. Bon, en fait, moi je continue de penser que le problème avec les personnes qu'on nomme au comité de normalisation, ce n'est pas lié à la qualité des diplômes qu'ils ont. C'est beaucoup plus un problème d'indépendance. Parce que même si vous nommez des anciens joueurs qui décident de s'acoquiner avec le pouvoir politique, on aura les mêmes résultats. Donc moi je pense que ce qui est plus important, c'est d'avoir des gens qui ont du charisme et qui affirment au quotidien leur indépendance. C'est-à-dire des gens qui sont capables. Vous pensez à quelques personnalités? Bon, voilà, ça m'embarrasse un peu parce qu'il y en a plusieurs. Je ne veux pas donner l'impression de préférer certaines au détriment des autres. Mais maintenant, si la FIFA veut vraiment mener des consultations pour savoir qui sont les personnes qui remplissent des critères pour pouvoir assumer ce comité de normalisation, je pense que la FIFA sait parfaitement à qui s'adresser. La FIFA suit, ils ont les moyens d'écouter les émissions qui se passent au Cameroun sur les médias. Voilà, mais bon, maintenant... Monsieur Zeko, voulez-vous livrer à cet exercice? Oui, j'aimerais me livrer, mais pas en donnant les réponses telles que vous les voulez. Puisque pour rester logique envers moi-même, je ne peux pas entrer dans la désignation sans être dans le lobbying. Or, si je me mets à désigner, ça veut dire que j'entre dans le lobbying. Or, moi, je suis contre le lobbying. Je suis pour que les textes soient écrits à telle enseigne que par le leadership qu'on y parvienne. Merci beaucoup, messieurs. On va vous dire merci à tous. Merci au président Balor John, président de Authentic Football Club de Douala, qui a effectué des placements de Conakry en Guinée pour cette réunion de conciliation de la FIFA. Malheureusement, il n'y a pas eu de réconciliation entre les acteurs du football camerounais. Désormais, on attend le nouveau comité de normalisation. Merci également à Maître Sikati Désiré d'être venu. Merci à nos experts, Vassilios et Clément Zeko. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité devant votre petit écran. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Salut, bonsoir.